En exclusivité, et c'est surprenant, sur TV Liberté, nous sommes partis en Inde pour un événement, un rassemblement colossal qui mobilise des millions de personnes. On va le voir, il s'agit du Kumbh Mela. Et pour en parler, j'ai demandé à Hervé Juvin, qui est un expert, un familier du monde asiatique et tout particulièrement de l'Inde, de me rejoindre afin que nous évoquions ce documentaire que vous avez réalisé. Bonjour Hervé Juvin. Bonjour Martial Wild. Alors ce Kumbh Mela, c'est un rassemblement colossal. Je dis, combien de personnes ? Écoutez, les chiffres officiels du gouvernement indien, donc de Narendra Modi, parlent de plus de 500 millions de personnes. 500 millions de personnes, c'est la moitié d'un milliard, c'est presque 10 fois la population de la France. C'est tout simplement le plus grand rassemblement humain de l'histoire de l'humanité, qui a eu lieu pendant 6 semaines, à la fin du mois de janvier jusqu'à la fin de février de cette année, et grâce au soutien de TV Liberté, grâce aussi à la très aimable invitation de mes amis de l'India Foundation, que je remercie tout particulièrement, j'ai pu, avec le caméraman Christophe Boucher, participer pendant 3 jours à ce plus grand événement de l'humanité. Je pense que c'était important pour TV Liberté, c'est important pour les spectateurs de TV Liberté, d'être d'une certaine manière associés à cet événement comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire, et qui naturellement nous dit peut-être que le cours du monde se passe aussi en Asie, et n'est pas tout à fait celui que nous, laïcs, loin de la religion, pensons suivre. On regarde sur le monde d'après. Vous avez réalisé ce documentaire qu'on va voir bien sûr dans quelques instants. Quelques questions auparavant. Qu'avez-vous observé lors de ce rassemblement sur l'organisation et l'impact de cet afflux sur la société moderne ? L'enjeu était considérable. La presse britannique, qui tient toujours à attaquer son ancienne colonie, qui n'a jamais supporté l'indépendance de l'Inde, s'était répandue en bruit selon lesquels il y aurait des bousculades et des milliers de morts, il y aurait des milliers de noyés, des gens allaient mourir de faim ou allaient être gravement intoxiqués, etc., etc. La réalité est sur, je le rappelle, ce 500 millions de personnes qui sont pressées sur les bords du Gange et de la Narmada pendant 6 semaines, il y a eu un seul réel gros incident, d'ailleurs plutôt au départ, avec probablement plusieurs dizaines de morts et c'est tout. Ça a une conséquence politique majeure que je voudrais souligner parce qu'elle fait l'objet de très peu de commentaires ici en France. Celui qui a organisé l'événement, il s'appelle Yogi, c'est un hindou, c'est un religieux. C'est quelqu'un qui est le patron de la région la plus peuplée de l'Inde, qui s'appelle UP, Uttar Pradesh, avec plusieurs villes sacrées, notamment Prayagraj où avait lieu cette Kumbh Mela. Et pour Yogi, c'est pratiquement un sans faute. Il faut voir que le gouvernement de Yogi a mis en place plus d'1 million de tentes. Il faut voir que le dimanche 23 février, quand nous avons quitté la Kumbh Mela, la foule sur les bords du Gange était estimée à 35 millions de personnes. Tout cela avec un seul incident majeur, sans une bagarre, sans bousculade, sans piétinement, sans noyé, etc., etc., sans intoxication massive, sans violence. C'est tout simplement une performance que beaucoup d'organisateurs de grands événements en Occident pourraient envier, mais c'est surtout une performance qui pourrait bien faire de Yogi le successeur de Narendra Modi. Parce que c'est aussi ça qui se jouait. Alors là, je vous arrête parce qu'effectivement, vous évoquez la logistique de l'événement et vous donnez un satisfecit à ce monsieur Yogi, mais qui par ailleurs quand même est un personnage à la fois atypique, mais aussi très controversé. C'est un hindou avec tout ce que ça peut porter. Narendra Modi a été très critiqué pour avoir fait la promotion de l'Hindutva. L'Hindutva, c'est un concept auquel le président de l'India Foundation, mon ami Ram Madhav, a consacré un livre. L'Hindutva, c'est tout simplement un mode de vie fondé sur l'hindouisme, qui est ou qui devrait être le mode de vie de tous ceux qui habitent en Inde. Ce qui évidemment pose quelques questions à la très forte minorité musulmane. Je rappelle qu'il y a plus de 200 millions de musulmans vivant en Inde, dont tous ne se sentent pas tout à fait à l'aise avec l'hindutva. Yogi, c'est un hindou, j'ai envie de dire pur et dur, et c'est quelqu'un qui entend bien que l'hindouisme soit le point commun de tous les hindous. Pur et dur, mais très dur. Certainement très dur dans sa lutte contre la corruption, dans la manière dont il a éliminé les mafias, notamment à Benares et dans d'autres territoires de l'Uttar Pradesh. On pourrait le comparer à certains dirigeants autoritaires de l'Amérique latine ou des Philippines, qui n'ont pas hésité à engager une véritable guerre contre les gangs, contre ceux qui vendent de la drogue, contre ceux qui pratiquent la corruption, mais avec des succès, comme cette Kumbh Mela a été un exemple achevé. Alors revenons sur ce pèlerinage, on va voir les images dans quelques instants, superbes images qu'on doit aussi, il faut le citer, à Christophe Boucher. Ce pèlerinage attire non seulement des fidèles,
mais aussi des commerçants, des ONG, même des influenceurs. Quelle est en fait la place de Kumbh Mela dans l'Inde moderne ? 2 ou 3 réflexions à ce sujet. Ce qui m'a frappé, c'est la joie des familles. Il faut voir que des familles pauvres ont voyagé pendant des semaines pour arriver à la Kumbh Mela, pour faire les 7 aspersions rituelles dans le Gange, lancer des petites lumières, nous allons le voir dans quelques minutes, lancer des petites lumières, se joindre aux générations d'auparavant et se joindre aux générations qui viendront après elles. Tout ça dans une joie familiale, bon enfant et heureuse, qui est très impressionnante, avec des rapports sociaux totalement apaisés. Je n'ai pas été témoin pendant ces 3 jours d'une seule bousculade, d'un seul affrontement, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un énorme business. Pour l'Uttar Pradesh et pour la ville de Prayagraj, mais aussi pour les transporteurs, les bus, etc., ça a représenté des milliards. En Inde, il n'y a pas de différence, comme on le ferait souvent dans notre bonne religion catholique ou chrétienne, il n'y a pas de différence entre faire des affaires et être religieux. D'ailleurs, beaucoup de religieux vivent très bien, les temples hindous sont fort riches, les temples bouddhistes sont également fort riches, et il n'y a pas d'opposition entre la spiritualité et les affaires. Le modèle qui peut-être se dessine à travers la Kumbh Mela, mais dans toute l'Inde, ça n'est certainement pas de suivre la Chine. C'est probablement de concilier une spiritualité exigeante, une économie qui galope, et en même temps des relations sociales extrêmement marquées par l'hindouisme et par la foi religieuse. C'est pas le retour de la religion, j'ai envie de dire c'est un bain religieux qui pour nous présente un 3e intérêt, c'est le lien avec la nature. Parce que la Kumbh Mela où chacun vient se baigner dans le Gange, c'est quelque part les noces de l'homme, de sa terre, de l'eau de la terre, les fleuves, les étangs, les lacs, et de l'eau du ciel, comme le dit la Bible. Ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça veut dire que l'Inde est en train de travailler à réconcilier à travers la spiritualité le monde de l'économie, de la croissance, de ce qui marche, et le monde du lien avec la nature, du lien avec l'environnement et du lien avec les éléments. Ça, c'est tout à fait porteur de réflexion pour nous. Oui, mais la signification réelle, est-ce qu'elle reste spirituelle ou est-ce qu'elle est vraiment touristique ou économique ? Ah non, alors, très clairement, pour l'immense majorité de ceux qui étaient là, avec une joie étalée sur leur visage, c'est l'accomplissement d'une vie, c'est le lien avec les générations, d'aller se baigner dans le Gange et quelque part de participer à une tradition millénaire et quelque part de se sentir pleinement hindou, donc dans une communauté qui réunit les hindous de toute l'Inde. Il y a des gens qui viennent du sud, il y a des gens qui viennent du Cachemire, il y a des gens qui ne parlent pas la même langue et qui ont du mal à se comprendre, et il y a une espèce de fusion nationale à l'occasion de ces bains purificateurs dans le Gange. Avec un afflux record, vous en avez donné les chiffres de pèlerins en 2025, donc quelles sont les principales tensions sociales ou défis que vous avez pu constater ? Y a-t-il des inégalités, par exemple, dans l'accès aux ressources sur place, ou comment les habitants des villes hautes vivent-ils cet événement ? Il y a évidemment des inégalités entre des riches hindous qui ont payé fort cher, des petites fortunes pour avoir des tentes confortables, et la grande majorité des hindous qui dorment dans la rue, au bord des trottoirs, ou là où ils peuvent, pour passer plusieurs jours à la Kumbh Mela. Ces inégalités, je le répète, n'ont été source d'aucun affrontement ou d'aucune tension, en tout cas pour ce que j'ai pu en voir. La véritable tension, elle est ailleurs. La véritable tension, c'est qu'un certain nombre d'hindous laïcs regardent ce genre d'événement avec beaucoup de scepticisme, certains étant même inquiets du retour du religieux ou de l'affirmation religieuse de l'hindouisme, et puis la minorité musulmane se sent un peu tenue à l'écart. Je n'ai pas entendu de mots agressifs à l'encontre des musulmans, mais il est certain que la politique conduite dans l'Uttar Pradesh par Yogi n'est pas une politique pro-musulmane. Et on connaît le grand débat qui a entouré, au début de cette année, l'inauguration en grande pompe par Narendra Modi lui-même d'un temple hindou construit sur les décombres d'une mosquée qui elle-même avait été construite sur les décombres d'un temple hindou détruit il y a plusieurs siècles. Ça, c'est tout le problème de ce palimpseste qu'est l'Inde, avec une superposition de civilisations, avec la destruction par les empereurs moghols de milliers de temples hindous, que maintenant les hindous veulent reconstruire à la place des mosquées qui ont pris leur place. Donc on voit bien la possibilité de tension, accrue par la révolution récente au Bangladesh, qui prend un tour relativement inquiétant parce que des islamistes purs et durs reviennent au pouvoir à Dhaka, et naturellement par un Pakistan doté de l'arme nucléaire, grande puissance démographique puisque le Pakistan se dirige vers 300 millions d'habitants et très agressivement musulman. Donc la situation géostratégique de l'Inde est compliquée, sa situation extérieure est rendue plus complexe par ces 220, 230 millions de musulmans dont certains sont tentés de se radicaliser.
Merci beaucoup Hervé Juvin. Je vous propose de regarder tout de suite ce fameux documentaire que vous avez ramené d'Inde. Et puis je tiens à préciser aux téléspectateurs que c'est en partenariat effectivement avec TV Liberté, parce que je pense qu'il est aussi nécessaire que chacun puisse avoir les clés de compréhension du monde de demain. Et il faut porter nos regards au-delà de nos propres frontières et dans cette direction-là. On regarde ensemble si vous voulez bien. Welcome to the Maha Kumbh Mela. Tous les 3 ans, dans 4 villes différentes de l'Inde du Nord, a lieu la Kumbh Mela. Tous les 144 ans, à l'occasion de l'alignement des planètes derrière Jupiter, a lieu la Mahal Kumbh Mela, celle à laquelle les localistes sont heureux de participer avec le concours de TV Liberté. La Kumbh Mela de Prayagraj en cette année 2025, c'est le plus grand rassemblement humain de toute l'histoire. Plus de 500 millions de personnes, le tiers de la population indienne, seront venus en ces mois de janvier et de février 2025 se plonger dans le Gange et dans la Yamuna, rivière sacrée, fleuve sacré de l'Inde, qui sont supposés libérer les hommes qui s'y baignent du cycle des réincarnations. C'est ce que les localistes sont venus célébrer ici dans cette Kumbh Mela, les noces de l'homme, de l'eau, de l'air et de la terre. À un moment où l'humanité, où le monde cherche à se construire et achever la paix sur de nouvelles bases, la Kumbh Mela a un sens très profond, celui du rapport entre une civilisation, une des plus anciennes du monde, et la nature et l'environnement. On sait que déjà au temps des Védas, il y a plusieurs milliers d'années, de grandes réunions avaient lieu au bord des fleuves, surtout du fleuve sacré, le Gange. Comme beaucoup de traditions anciennes, l'hindouisme voit l'eau non seulement dans la mer et dans les fleuves, mais aussi dans le ciel. Comme il est dit dans la Bible, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc tout ce qui touche au fleuve et à la mer est lié au ciel et donc au cosmos. C'est pour cette raison que quand les Indiens viennent se baigner dans le fleuve sacré à ces échéances astronomiques ou astrologiques, c'est une sorte de baptême. Je pense que c'est une excellente question de savoir pourquoi un scientifique devrait venir au Kumbh Mela. La raison est que j'ai découvert que l'astronomie hindoue est très particulière, typique, je veux dire. Nous pensons que le Soleil est au centre et que la Terre tourne dans un plan. Et si nous calculons les différents plans des planètes, il y a des milliers d'années, il y a un livre appelé Panchang. Et dans ce livre, toute la mathématique des différentes relations planaires y est donnée. Et ensuite, les Rishikulas, les moines, ils ne suivent que cela. Et ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont rien. Ils regardent dans les étoiles et tous les 12 ans, ils viennent de partout en Inde. Tous sont illettrés. Et pouvez-vous imaginer qu'ils n'ont jamais été à l'école? Ils ne sont pas mathématiciens, ils ne sont pas professeurs. Ils viennent ici en calculant les différents plans et les angles planaires. Et je me demande combien de scientifiques, si je leur donne ces angles planaires, peuvent résoudre les équations différentielles.
Et comment se positionner dans le plan cosmique? C'est pourquoi cela me fait me demander comment ces moines arrogants, ces soi-disant illettrés, sont capables de faire ces calculs et viennent ici et disparaissent parmi ces milliards de personnes en Inde. Des sadhus, qui sont des renonçants, des ascètes, sont plusieurs millions, sinon des dizaines de millions en Inde, et qui en général ne possèdent rien, et qui n'ont généralement pas de demeure permanente, qui sont constamment en déplacement à travers le pays, et qui constituent, si l'on peut dire, un lien humain avec l'invisible. Il suffit de repartir quelques siècles en arrière en Occident pour trouver des traditions assez similaires parmi nous. Donc les hindous qui sont en famille, qui ont des vies professionnelles, se retrouvent ainsi en contact avec ceux qui ont quitté ce monde, comme les pèlerins jadis faisaient quand ils allaient au Mont-Saint-Michel ou quand ils allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un peu la même chose que l'on observe ici. Beaucoup d'Indiens qui viennent se baigner dans le Gange, qui font leur dévotion dans les temples d'hiver. Et souvent, on trouve cette occasion pour quitter leur famille et le monde, et pour devenir des mendiants errants. Il ne faut pas oublier que le Premier ministre indien actuel, Narendra Modi, a passé plusieurs années de sa jeunesse en tant que sadhu. C'est presque comme le Camino de Santiago. C'est un exercice logistique très important pour les familles pauvres et moyennes. C'est aussi quelque chose de très coûteux et il le planifie de manière à ce que les familles viennent, la grand-mère, le grand-père, le père, la mère, les enfants. Ils vont à la ville de Prayagraj, ils voyagent en train, ils voyagent en voiture. Et cela reste dans la mémoire familiale, l'imaginaire familial, l'expérience de vie complète qui sera évoquée pendant de nombreuses années et de nombreuses décennies à venir dans la famille. Derrière moi, la tortue. La tortue, c'est la 10e incarnation de Vishnu, le dieu représenté en bleu ici. Ce dieu est supposé avoir disposé d'un nectar d'immortalité que je comparerais un peu au Graal de la tradition celtique. De ce Graal, il aurait eu à verser de la boisson en compétition entre une population de démons, que nous voyons ici sur la droite, et une population de dieux que nous voyons sur la gauche. Le dieu Vishnu se serait arrangé pour répartir équitablement la boisson, de telle sorte que les dieux en aient eu leur part, plus rien ne serait resté pour les diables, qui en auraient été fort mécontents, et qui auraient contribué à renverser le précieux vase contenant le nectar sacré. 4 gouttes seraient tombées dans les 4 villes bénies par les gouttes de ce nectar sacré, et 4 lieux où tous les 3 ans se tient la Kumbh Mela. C'est pour célébrer ces noces de la nature et de l'homme dans la plus ancienne civilisation mondiale que je suis très heureux de représenter les localistes dans le colloque organisé par l'India Foundation avec des experts du monde entier sur le thème du développement, de la soutenabilité et du lien avec la nature. So, why are you in this Kumbh Mela? Je suis au Kumbh parce que le Kumbh est là l'essence de la manière de vivre indienne. Et même, en tant que décideur, tu ne peux pas concevoir des politiques pour un pays dont tu ne comprends pas l'ADN. Et je pense qu'en tant que jeune, qui a grandi avec tout le confort de la modernité, il est important pour nous de nous reconnecter avec notre ethos civilisationnel pour pouvoir élaborer des politiques qui sont uniques, conçus pour les défis de l'Inde et qui servent les intérêts de l'Inde. Et donc, en tant que décideur, je suis ici pour mieux comprendre notre ethos civilisationnel, l'ADN indien, mais aussi pour des raisons personnelles. Je suis ici parce que je voulais emmener mes parents au Kumbh Mela. Et si tu regardes nos écritures, si tu regardes nos traditions, l'une des attentes envers les enfants, c'est qu'ils aident leurs parents ou emmener leurs parents en pèlerinage, et j'ai pensé que c'était une bonne occasion pour moi de remplir mon obligation. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs jeunes hindous venus de différentes provinces pour participer à cette conférence, mais aussi pour participer à la Kumbh Mela et pour aller se baigner dans le Gange. C'est une surprise pour nous
parce qu'en France, on a l'habitude de considérer que la religion est plutôt une affaire de vieux, une affaire de conservateurs. Ils sont très jeunes, ils sont brillants, ils sont promis au succès, et pourtant ils sont très heureux de participer à la Kumbh Mela et de se baigner dans le Gange. J'ai tenu à savoir pourquoi. Nos ancêtres le font depuis 144 ans et c'est notre tour de nous plonger dans la Ganga et nous essayons de vivre cette expérience. Nous essayons de vivre cette nouvelle expérience dans notre vie et c'est très important pour moi et pour notre pays d'en faire partie. Cela signifie que nous sommes ici pour laver nos péchés et nous sommes ici pour nous connecter avec nos ancêtres. Et vous savez, cela a beaucoup de signification sur le plan spirituel. Pour être honnête, je suis jeune, mais je me sens vraiment reconnaissant parce que, vous savez, peut-être qu'à l'avenir, je n'aurai pas cette chance. C'est comme un moment très spirituel pour nous. Tant de gens se rassemblent ici, c'est juste une énergie tellement différente qu'on peut vraiment ressentir. Je suis vraiment reconnaissant envers Dieu d'être ici et d'assister à ce Mela. Maintenant, nous avons des moyens de transport modernes depuis quelques siècles. Avant, les gens devaient parcourir tous ces milliers de kilomètres juste pour pouvoir atteindre un seul endroit, pour faire cette immersion sacrée. Alors, imaginez l'effort que les gens devaient fournir juste pour être ici. Donc c'est le côté religieux de la chose. Mais il y a aussi un aspect culturel et intellectuel à cela. Tout d'abord, il y a la réalisation personnelle et familiale, mais il y a aussi souci que l'on prend pour ses ancêtres. C'est-à-dire qu'on doit rester non seulement en contact avec ses ancêtres, mais on doit leur rendre hommage. Et c'est pour cela qu'on fait des offrandes pour que les dieux prennent soin d'eux et pour qu'ils atteignent un état de béatitude. Donc c'est pour ça que l'on demande au fleuve de porter certaines offrandes qui peuvent consister en fleurs, qui sont généralement aussi illuminées par une lampe à huile. On confie ceci aux eaux du fleuve qui les portent vers la mer. Le Kumbh Mela est aussi une grande occasion qui consacre l'unité de l'Inde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui appartient à de multiples sectes, à de multiples traditions, à de multiples castes, communautés, mais qui se retrouvent dans l'adoration de la nature et dans la communion dans le fleuve. Mais il y a aussi beaucoup d'Indiens qui sont venus de toutes les parties du monde, des États-Unis, des pays arabes, de l'Angleterre, des pays européens, des pays du Pacifique, pour justement renouer avec leurs origines religieuses. Tous les politiques qui font partie de la communauté hindoue veulent en profiter pour affirmer leur légitimité en tant que défenseurs de l'hindouisme. Donc Modi est particulièrement connu pour cela, puisqu'il s'est affirmé dès le début de sa carrière politique comme un champion des intérêts de l'hindouisme. On sait qu'il est très présent en images, il s'est baigné dans le Gange. Cela a probablement contribué à l'engouement que cela suscite. Pour Modi, c'est un peu une consécration de sa mission qui consistait et qui consiste toujours à ramener l'Inde à ses origines tout en faisant une grande puissance, mais une grande puissance pleinement consciente et affirmative de sa religion et de sa tradition originelle. Donc il y a évidemment une question sociale, sacramentelle, communautaire, mais il y a aussi une dimension cosmologique, anthropologique et une communion dans une tradition immense qui comprend d'innombrables mythes et d'innombrables légendes, mais qui a une unité fondamentale. Je suis heureux d'avoir fait participer les amis de TV Liberté à la Mahal Kumbh Mela en ce mois de février 2025.
J'en suis heureux parce que c'est un événement majeur dans la vie de l'Inde et dans la vie des hindous. Et l'Inde est l'un des importants alliés de la France. L'Inde est un pays avec lequel nous avons de multiples échanges culturels, des échanges économiques et financiers, et aussi, je le souhaite, des échanges de civilisation. Je le dis à tous nos auditeurs de TV Liberté, je le dis à tous les amis des localistes, bien entendu, la mythologie hindoue nous est très largement étrangère. Bien entendu, le panthéon hindou, c'est peut-être 30 000 divinités diverses, nous sont largement étrangères. Et dans le même temps, nous sentons profondément que l'hindouisme nous parle. Tout simplement parce qu'il est une expression remarquable de ce que le meilleur de l'homme a pu créer dans l'univers, a pu créer avec toutes les formes de la vie, et a pu créer pour embellir et pour donner portée à chaque jour de la vie. Ceci, c'est notre patrimoine commun. Chaque fois que nous détruisons une culture, une civilisation, mais aussi chaque fois qu'une langue disparaît, chaque fois qu'une forme juridique, un système politique, un modèle économique disparaît, c'est une part de l'humanité que nous perdons. L'uniformisation est la plus grande menace que connaisse aujourd'hui l'humanité. La globalisation, quand il signifie uniformisation des lois, des régimes politiques, des mœurs, des systèmes économiques et juridiques, cette uniformisation, c'est le plus grand péril qu'encourt le monde. En tant que localiste, je suis venu ici pour célébrer les vertus de la diversité. Pas la diversité individuelle, qui se réduit à la fantaisie des tatouages, des piercings, des mœurs ou des habitudes gastronomiques. Non, la vraie diversité, elle est collective. C'est la diversité de peuples qui s'unissent à la géographie, au climat, aux éléments naturels, à la biodiversité animale et végétale du monde dans lequel ils vivent au quotidien. C'est la diversité de ces cultures et de ces civilisations nées de millénaires d'apprivoisement réciproque entre l'homme et la nature. La diversité des sociétés humaines est notre première richesse. Ceci, c'est pour moi le grand enseignement de ces Kumbh Mela. C'est tous ceux que nous avons rencontrés, ces étudiants, cette jeune femme de la Silicon Valley qui travaille sur l'intelligence artificielle pour Hollywood. Ce professeur à l'université de Tokyo, l'un des plus grands scientifiques travaillant sur l'intelligence artificielle. Ces dirigeants, ce gouverneur de région, le président de l'India Foundation, Ram Madhav, l'un des théoriciens de l'Hindutva, le mode de vie hindou. Tous nous ont dit la même chose. Cette Kumbh Mela, c'est d'abord une union à travers le temps des générations. J'en retiens que nous avons des leçons à prendre d'eux. J'en retiens qu'à un moment où de fausses espérances de rupture avec la nature, d'un monde entièrement artificialisé, tel que le vivent certains apprentis sorciers, tels qu'ils nous le font vivre, n'ont pas d'avenir. L'avenir est dans la retrouvaille de l'homme avec les éléments, avec la nature et avec l'unité de tout ce qui vit sur la terre. C'est ce que je retiendrai pour ma part de cette Maha Kumbh Mela 2025, une leçon d'humilité, une leçon d'espoir, parce qu'une leçon de vie. Na